Bonjour à tous et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, un autre arrêt de service à la traverse Saint-Joseph-de-la-Rive, Île-aux-Coudres. Faute de permis, les pêcheurs à la Fascine doivent rejeter les capelans au fleuve. Les lauréats des prix du patrimoine de Charlevoix sont maintenant connus. Une pelletée de terre pour souligner le début officiel des travaux à l'Aréna de Baie-Saint-Paul. Émilie Foster annonce son départ de la vie politique. Beaucoup d'intérêt lors des consultations publiques sur l'avenir du caribou. Tourisme Charlevoix fait état de résultats financiers excellents. Et enfin, au sport, c'est le retour du tournoi annuel de water-polo. Bonne émission. Bienvenue aux actualités TVCO. Au moment d'enregistrer ce bulletin de nouvelles, on apprend qu'un bris dans le système de gouvernail du traversier vient interrompre la liaison entre l'Île-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive. C'est une situation qui n'est pas sans causer des inconvénients, on le comprend, aux citoyens de l'Île-aux-Coudres. Et un d'entre eux, Francis Boudreau, a publié ce commentaire sur sa page Facebook. Je veux bien croire que je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien cardiaque, il n'y a pas de vie qui en dépend. J'ai plusieurs livraisons aujourd'hui à mon travail, j'ai plusieurs choses à faire. Je dois gagner ma vie, comme la plupart du monde. Donc, l'hélicoptère s'en vient me chercher pour m'apporter à Baie-Saint-Paul ce matin. Votre hélicoptère, surtout avec tout mon respect, M. Bonardel, que vous aviez dit qu'il y aurait pour les gens de l'Île-aux-Coudres, bien, moi, je l'ai calé, puis vous pourrez mettre ça dans votre budget discrétionnaire. Encore cette année, le service de traversier suscite beaucoup d'inquiétudes et la Société des traversiers du Québec a promis qu'elle ferait le point la semaine prochaine. Le caplan a commencé à rouler sur nos berges, mais malheureusement, les deux pêcheurs de la pêche à la Fascine dans la région n'ont toujours pas leur permis. Elisabeth, c'est une situation qui est difficile pour les pêcheurs. Oui, tout à fait. Surtout qu'ils ont eu une rencontre donc le 19 avril avec le ministère des Pêches et Océans. Ce qu'on comprend, c'est qu'à Pâques, donc la fin de semaine du 15, 16, 17, oui, le poisson roulait. D'ailleurs, on voit sur les images les oiseaux qui se jetaient littéralement dans l'eau parce que le poisson roule. Il est là. Il est là. Et d'ailleurs, M. Robert Mailloux, le pêcheur de l'Île-aux-Coudres, a fait un statut sur sa page Facebook en mettant ses photos, vidéos, et où il dénonce le fait qu'il ne peut toujours pas ramasser ses poissons. On parle de 300 à 400 livres de gros capelans qu'il ne pouvait pas tout simplement prendre et qu'il devait remettre à l'eau ou les laisser là. C'est une situation qui est assez difficile. Oui, absolument. Les pêcheurs ont reçu d'autres appuis également dans la dernière semaine. Oui, donc on a le Bloc québécois, le chef du Bloc québécois qui était là, Yves-François Blanchette, le 15 avril, parce qu'il y avait une manifestation, Martin, sur place pour vraiment dénoncer le fait que la ministre Joyce Murray n'autorise toujours pas la pêche à la Fascine. On le voit sur les photos. Donc, il y avait plusieurs personnes de rassemblées. Et également, Martin, je veux mentionner que le Comité des citoyens a fait une lettre ouverte qu'ils ont envoyée à la ministre Joyce Murray et à leurs fonctionnaires. On sent qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans ce dossier-là. Absolument, ça ne bouge toujours pas. Beaucoup de gens se mettent la main à la pâte, mais au niveau du ministère, là, ça ne bouge pas pour le moment. Toutefois, prix de consolation, les deux pêcheurs à la Fascine ont reçu un prix du patrimoine de Charlevoix. Pouvez-vous nous expliquer? Oui, on parle du prix porteur de tradition et la pêche à la Fascine a remporté le fait de perpétuer leur savoir-faire à la pêche à la Fascine. On a rencontré les deux pêcheurs qui étaient sur place, qui ont remporté le prix. Voici ce qu'ils avaient à dire. Pour ma part, du moins, c'est une tradition qui était au départ familiale, qui après on m'a ouvert les yeux puis me faire rendre compte que c'était plus que familial. Donc, d'être reconnu par nos MRC respectives, c'est vraiment tout un honneur. Ça nous donne une bonne tape dans le dos pour continuer la tradition, en étant sûr qu'il y a une relève de nos deux côtés. L'appui des MRC avec la distribution, si je peux dire, des prix, c'est vraiment essentiel à la continuité des choses. C'est une belle reconnaissance.
Élisabeth, il n'y a pas que les pêcheurs à la fascine qui ont remporté des prix du patrimoine. Non, tout à fait. À mentionner qu'il y avait 4 catégories, je vous les nomme rapidement. Porteurs de tradition, comme j'ai dit tout à l'heure, conservation et préservation. Ensuite, préservation et mise en valeur du paysage. Oui. Et pour terminer, interprétation et diffusion. On a fait un petit montage de ceux qui ont gagné au niveau Charlevoix-Ouest. On regarde. Il faut que je forme ma relève, hein? Ça passe vite le temps. Hein? J'ai des jeunes enfants, puis je me fais un devoir, mes enfants et les autres, avec les écoles, en fait, de continuer à pratiquer une certaine activité physique qui était jadis un moyen de transport dans le temps. Puis ça m'a toujours impressionné, même dans mes débuts de canoë à glace. Je rêvais de pouvoir faire une course traditionnelle avec des canots de bois, avec les équipements d'époque. Puis je trouvais tellement que ces hommes et femmes-là, c'était majoritairement des hommes là, qui traversaient là, dans ces époques-là, dans ces conditions-là, là, il y avait l'étoffe de vrais guerriers. Là, Fait que ça m'a toujours impressionné. C'est pour ça qu'un peu, je veux continuer à le pratiquer et puis à le faire vivre. Là. Le prix de la conservation et de la préservation, on va y arriver, préservation est décerné à Marie-Hélène Turcotte et Jean-François Roy. Le prix de la préservation et de la mise en valeur du paysage est décerné à l'Association touristique, économique et culturelle de Petite-Rivière-Saint-François. On chausse des gros souliers, on chausse des grands souliers parce que le site, il est vibrant d'histoire déjà parce que c'était le musée Les Voitures d'eau. Donc, les souliers d'Éloi Perron sont très, très grands. On n'arrivera jamais à chausser tous ces souliers-là qui a fait qu'on est là aujourd'hui. Mais on a le bagage du canoë à glace qu'on fait valser avec la goélette à côté. Et ça, c'est important pour nous autres. On est très, très... En fait, c'est eux les porteurs de tradition. C'est à eux qu'on rend hommage. Nous, on est là pour garder la mémoire vivante, mais c'est eux qui en ont arraché plus que nous autres, on en arrache aujourd'hui. Et moi, je pourrais pas pratiquer ce que je fais présentement puis de pouvoir le faire vivre à d'autres si l'espace patrimoine ne serait pas là. Fait que tout le mérite, tout le travail se fait par un établissement puis un site qui est exceptionnel pour le faire vivre. Puis quand tu arrives là, l'accueil quand tu arrives, tu vois que quand tu arrives là, tu as l'impression de te remettre un pied dans le temps. Puis c'est ça qu'on veut réussir à faire. À l'occasion d'une traditionnelle séance de pelleté de terre pour débuter les travaux de l'Aréna de Baie-Saint-Paul, nous avons rencontré le maire Michael Pilote. L'augmentation des coûts de construction a mis à péril le projet de rénovation de l'Aréna. Comment vous en êtes sortis? Parce qu'on est allé voir nos partenaires. C'est sûr qu'au niveau du fédéral et du provincial, on ne pouvait pas retourner faire d'autres demandes puisque c'était un programme qui était fermé. Cependant, on a quand même été capable, au niveau de la MRC de Charlevoix, d'avoir un 500 000 $ supplémentaire, qui est quand même pas rien. Et il y aura une campagne de souscription dans la population, une campagne populaire qui va être lancée très prochainement, où les gens vont pouvoir participer au projet, comme l'achat de bancs, l'achat de bandes pour les commerces sur les bandes de l'Aréna. Donc, il y a quand même une belle campagne qui s'en vient et ça va venir faire diminuer l'apport sur le citoyen. Le projet est évalué à près de 7 millions de $. On attend la fin des travaux pour quand? On pense que si tout se déroule bien, on devrait être capable de livrer le bâtiment pour un petit peu avant les fêtes, autour du mois de décembre. Dans un autre ordre d'idée, lorsqu'on s'est parlé dernièrement, vous nous aviez mentionné que la question de la circulation était une question qui allait arriver demain. Et nous sommes presque aujourd'hui avec les questions de circulation. Les travaux commencent sur la 138 la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se faire du côté de la Ville pour sensibiliser ou informer les citoyens à ce sujet-là? Au niveau de la circulation, c'est sûr qu'actuellement, ce qu'on nous mentionne, c'est que les travaux ne débuteront pas le lundi prochain. Il devrait y avoir un petit peu de retard qui sont influencés par plusieurs composantes, dont la grève des ingénieurs au niveau du ministère des Transports. Il y a plusieurs choses, plusieurs composantes, mais en même temps, nous, à la Ville, c'est sûr qu'on est des partenaires du ministère et on va travailler pour cet été pour essayer d'avoir des mesures d'atténuation, par exemple comme des signaleurs ou encore avec l'ajustement des feux de circulation. Vous avez créé un comité de circulation. On sait que ça préoccupe beaucoup les citoyens actuellement. À quel moment vous pensez que les citoyens vont pouvoir
participer au processus ou en tout cas être informé du processus à venir? Actuellement, le comité de circulation a tenu 2 rencontres. C'est sûr que la question de tenir des audiences dans la population, c'est toujours au rendez-vous, mais cependant, là, je ne pourrais pas dire présentement si on va être capable de tenir les audiences populaires prochainement ou si ça va aller à l'automne, puisque c'est un travail qui est d'arrache-pied. C'est pas seulement de dire qu'on fait une audience, puis après ça, bref, le rapport est rendu. Moi, je voulais qu'on fasse un travail de fond en comble sur la circulation, que les dés ne sont pas joués non plus. Donc, c'est clair qu'on va écouter la population, du moins les gens vont pouvoir venir s'exprimer, mais c'est pas pour... Là, je ne peux pas avancer de date quand les gens pourront venir. Mais à court terme, est-ce qu'il y aura des recommandations du comité de circulation pour la situation que l'on va vivre au cours des prochaines semaines? À court terme? Oui, à court terme, il y a déjà des discussions sur certaines mesures que je ne dévoilerai pas publiquement pour l'instant, mais il y a des discussions qui ont déjà cours entre la Ville et le ministère des Transports pour mettre en application certaines mesures pour l'été 2022. En terminant, on ne peut pas passer à côté du dossier de la maison René Richard. Bonne nouvelle pour la Ville. Est-ce que les travaux d'intervention qui sont permis présentement sont commencés? Actuellement, les travaux d'urgence sont déjà débutés sur le bâtiment depuis mardi de cette semaine. Donc oui, il y a des travaux qui touchent surtout le portillon, qui touchent aussi la cheminée qui sont débutés. Maintenant, il y a un audit technique qui aura lieu dans les prochains mois qui va nous permettre de mettre à jour le carnet de santé du bâtiment et par la suite, des travaux de plus grande envergure vont être entrepris dans les prochains mois et années. Est-ce qu'on commence à avoir une idée du concept d'aménagement ou de la thématique ou de la façon dont on va mettre en valeur ce joyau? Pas pour l'instant. C'est des questions qui vont être répondues dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci. La députée Émilie Foster a annoncé son départ de la vie politique et TVCO était sur place lors de sa conférence de presse. On écoute les faits saillants. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent ici ce matin. Je vous annonce officiellement aujourd'hui que je ne serai pas candidate à la prochaine élection générale. Il s'agit d'une décision de vie très importante, mais aussi une décision de vie qui a été mûrement réfléchie. Vous savez, j'ai consacré les 11 dernières années de ma vie à la politique, à l'exception d'un intermède d'une petite année où j'ai terminé mon doctorat et j'ai effectué quelques contrats professionnels, dont, entre autres, dans certains médias. Mon don à la vie politique a été constant depuis novembre 2011, où j'ai joint l'aventure super excitante et super plaisante d'un parti qui était à l'époque naissant, la Coalition Avenir Québec. En 2018, j'ai été à nouveau candidate, j'ai été élue. Dans les 4 dernières années, j'ai eu l'immense privilège, la grande joie de représenter les citoyens de Charlevoix, de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans en tant que députée. C'est un honneur que je vis quotidiennement comme un cadeau depuis 2018 et que je vivrai pleinement jusqu'au dernier jour du mandat. C'est l'expérience d'une vie. Donc, comme je le disais, je suis très fière du bilan du gouvernement dans notre circonscription. J'ai vraiment mis tout mon cœur à développer la région. Un peu plus de 400 millions ont été investis dans la région dans une foule de projets structurants. Des grands dossiers qui traînaient parfois depuis des années ont été réglés également. Je me permets, un petit luxe ce matin quand même, de vous en citer plusieurs parce que je suis quand même très fière du bilan du parti dans le comté, je vous le répète. Ça commence à Baie-Sainte-Catherine avec l'étude d'opportunité pour le pont sur le Saguenay. Ça faisait longtemps. Également, étude d'opportunité pour le traversier à l'année à Saint-Siméon. Ça faisait longtemps que c'était attendu. La requalification de l'église de Saint-Irénée en lieu culturel, parce que c'est important. Nos églises sont des lieux qui peuvent servir à diffuser la culture dans nos communautés. Une nouvelle maison des aînés à Saint-Hilarion également, un taco à Baie-Saint-Paul, un espace bleu à Baie-Saint-Paul, la réfection de l'aréna de Baie-Saint-Paul également, la protection, la restauration des goélettes au musée maritime de Charlevoix à Saint-Joseph-de-la-Rive, la rénovation complète et la modernisation du traversier Joseph-Savard également, la construction des nouveaux quais. On sait que les quais arrivent en fin de vie, donc il y aura un chantier de plus de 100 millions dans la région à l'Île-aux-Coudres et à Saint-Joseph-de-la-Rive ou Baie-Saint-Paul. On est en étude d'opportunité. Nouvelles installations en CPE à l'Île-aux-Coudres également.
Sinon, bien sûr, je continue jusqu'à la fin pour les horaires de faction pour les ambulanciers. Ça, c'est un dossier que je l'ai dit localement, j'aurais aimé régler. C'est réglé pour la Malbaie, pour Baie-Saint-Paul. C'est encore un défi, mais je continue de le travailler très, très fort jusqu'à la fin. Le parc Côte de Charlevoix aussi, je l'ai dit, je le redis, je vais le pousser jusqu'à la fin. Moi, je ressens le besoin, après 10 ans, de dire je tourne la page sur la vie politique, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à... Il ne faut pas chercher, il n'y a pas de frustration, puis on ne m'a pas dit que je ne serais pas ministre, là, puis c'est pas... Il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire en dessous de ça, là. C'est juste que ça fait 10 ans que je donne à la politique. J'ai un PhD, j'ai un doctorat, puis je désire vraiment pouvoir aller me consacrer à la recherche, à l'enseignement, transmettre cette belle expérience. La commission indépendante sur le caribou forestier et montagnard a tenu des audiences la semaine dernière à Baie-Saint-Paul et Elisabeth Tailleur nous a préparé un reportage. Le caribou est en déclin partout à travers la province. On estime qu'il ne reste plus que 6 000 caribous forestiers au Québec. Le 5 novembre 2021, le gouvernement du Québec a mis sur place une commission indépendante sur le caribou forestier et montagnard afin de protéger l'espèce menacée. Le mandat de la commission indépendante, c'est d'aller au-devant de la population pour les entendre sur la situation là, du caribou forestier et montagnard au Québec. Et donc, de recevoir tous les commentaires, préoccupations, mais surtout de faire réfléchir la population, les parties prenantes sur des pistes de solutions qu'on devrait vraiment mettre en place rapidement pour protéger les caribous. Les consultations publiques en cours permettront de présenter aux citoyens, aux Premières Nations et aux parties prenantes 2 scénarios de gestion proposés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Soit d'agrandir le territoire protégé tout en restaurant l'habitat du caribou, ce qui menacerait les emplois en foresterie, soit de réduire la zone de l'habitat, ce qui n'aurait pas d'impact sur les opérations forestières, mais qui serait fatal pour le caribou forestier et montagnard. Donc, la commission a amené un peu cette couche socio-économique-là pour éclairer le débat. Je comprends que ça a été perçu jusqu'à présent comme voulant comparer ou associer un caribou à un montant de dollars ou même à un niveau de perte d'emploi. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est juste une décision plus éclairée. Si on prend la décision de sauver, de préserver les caribous en réhabilitant le territoire, qu'est-ce que ça va entraîner comme investissement de la part du gouvernement, mais de la part aussi de toute la population, parce que ça veut dire peut-être moins d'activités forestières, mais aussi peut-être moins d'activités récréotouristiques. Lors de la séance publique qui se déroulait à Baie-Saint-Paul, des citoyens ont proposé plusieurs pistes de solutions, notamment d'avoir un plan de restauration de l'écosystème et diminuer le taux de perturbation à 35 %. La menace principale, c'est la destruction de son habitat par l'exploitation forestière intensive. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est pas d'arrêter toute coupe forestière, clairement pas. C'est dans l'habitat critique du caribou, venir limiter les coupes forestières et venir restaurer l'habitat. Et ça va pas emmener là, des disparitions de dizaines et dizaines d'emplois dans Charlevoix. Ce n'est pas le cas. À la place, on va créer des aires protégées qui sont des endroits où est-ce que les gens pourraient même continuer à venir faire de la randonnée, qui vont préserver les paysages aussi, qui sont l'attrait touristique principal de Charlevoix. Créer des aires protégées pour l'habitat essentiel là, au caribou, donc de faire des aires protégées officielles et de restaurer, fermer les chemins, de contrôler ce qui se passe au niveau des véhicules moteurs. Là, on n'a plus besoin de stratégie, de commission, de consultation. On a besoin d'action. Et il faut que le prochain gouvernement, à tout le moins, prenne des actions très, très rapidement. Et même peut-être ce gouvernement-là, avant les élections, il va y avoir des actions difficiles à prendre. Surtout qu'on considère que le gouvernement fédéral, qui a aussi des responsabilités dans la protection du caribou, le gouvernement fédéral risque d'intervenir si le Québec ne monte pas davantage des actions positives. Pour les 16 caribous de Charlevoix, qui sont présentement en captivité dans un enclos depuis plus d'1 mois, est-ce qu'il sera possible de les réintroduire dans leur habitat naturel? En Charlevoix,
il y a une décision importante à prendre. Là. Si on décide de préserver cette arbre de caribou, il faut vraiment restaurer son habitat. Donc, ça veut dire investir, ça veut dire changer un peu les pratiques forestières. Donc, il y a un coup de barre à donner important. Là. Selon les dernières informations du directeur général de la coordination de la gestion de la faune du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs, l'annonce d'une stratégie sur la gestion des caribous forestiers est à venir, mais on ne parle pas de remise en liberté pour l'instant. Si le gouvernement du Québec n'agit pas rapidement pour protéger l'espèce menacée, le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, déposera un décret d'urgence. Par ailleurs, la commission indépendante souhaite poursuivre son mandat. Si le fédéral impose des actions au provincial, on va les laisser réagir, à moins qu'on nous dise clairement que notre commission doit cesser ses activités, on va le faire. Mais j'ai vraiment le souhait qu'on puisse poursuivre notre tournée provinciale pour aller à la rencontre des gens parce qu'on découvre plein de choses. Et on fait parler les gens, oui, sur le caribou, mais ça va beaucoup plus large que ça. Ça va sur la gestion de nos ressources forestières, de nos ressources naturelles, de l'harmonisation qu'on peut faire dans l'utilisation de notre territoire. On va vraiment beaucoup plus loin que le caribou. La prochaine consultation publique se tiendra dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. La population est invitée à participer jusqu'au 31 mai en répondant au questionnaire ou en déposant un mémoire en ligne. Élisabeth Pailleur pour TVCO. On savait bien que l'année 2021 avait été exceptionnelle pour le tourisme dans la région. Et lors de l'Assemblée générale annuelle de Tourisme Charlevoix, on a pu constater que c'était tout à fait vrai et que c'était très bénéfique pour cette organisation qui vise à promouvoir le tourisme dans notre région. La forte augmentation de la clientèle touristique dans la région en 2021 a eu des impacts plus positifs pour les finances de Tourisme Charlevoix qui a présenté ses résultats financiers lors de son Assemblée générale annuelle le 20 avril. Tourisme Charlevoix puise plus de 50 de ses revenus de la taxe d'hébergement de 3,5 applicable aux revenus de location. En 2021, cette taxe a rapporté 3 371 000 $, une augmentation de 1 100 000 $ par rapport à 2020. Un des principaux indicateurs de performance de l'industrie touristique est le taux de fréquentation des établissements hôteliers. Charlevoix a atteint des sommets en 2021, avec, au mois de juillet et août, des taux de fréquentation supérieurs à 83 %. Cela représente une hausse de 19 % par rapport à 2020 et pour l'ensemble de la saison, le taux de fréquentation atteint 40,5 % en hausse de 4 %. Martin Dufour, le président de Tourisme Charlevoix, explique les impacts positifs de cette forte fréquentation. Les surplus ont été accumulés à cause de ça. Nous autres, on avait prévu un déficit de 800 000 malgré tout ce qu'on a vécu, parce que couper les employés, etc. On a eu plein de programmes, plus la taxe, les chèques, au lieu d'avoir, mettons, 400 000 dans un trimestre, on avait 800 puis 900 000. Ça a été au-delà de ce qu'on pensait. C'est un beau problème pour nous autres. On va investir dans les entreprises. Vous avez vu les programmes qu'on va investir. Ça va être important pour relancer l'économie ici dans Charlevoix, dans le tourisme. Et quelles seraient vos priorités pour l'année 2022? Au niveau des projets ou... Au niveau de l'ensemble des gestes que va poser Tourisme Charlevoix, c'est quoi, selon vous, la priorité pour l'année prochaine? La priorité numéro 1 pour nous autres dans Tourisme Charlevoix, avec le surplus qu'on a accumulé, c'est de continuer à aider nos entreprises en investissement davantage. Exemple, en l'EPRT, normalement, on investissait 700 000 sur 3 ans. Puis là, on veut doubler le montant à 1 500 000 sur 3 ans. Fait que là, on est en négociation présentement avec le ministère du Tourisme. Si c'est accepté, bien, on va avoir 1,5 million du gouvernement, plus 1,5 million investi par nous autres. Ça va devenir un projet qui va pouvoir investir 3 millions dans nos entreprises dans Charlevoix. Ça va être vraiment un beau morceau là, pour encore aller plus loin, pousser le tourisme dans Charlevoix encore un peu plus loin. Le directeur général de Tourisme Charlevoix, Michel Dion, compte bien investir les surplus dès cette année. En 2022, c'est 975 000 $, près d'1 million qu'on veut utiliser de nos surplus accumulés
pour des projets. Je passe en rafale, mais il y a justement les passeports attractions. Il y a le soutien au développement de l'offre touristique, donc le développement de la destination. Il y a la continuer tous nos efforts promotionnels. Il y a la planification stratégique avec tous les projets qui vont être issus de ça. La mise à niveau de notre réseau d'accueil, d'information. Il y a eu en plus un rabais au niveau de la cotisation des membres pour avoir plus de liquidité au niveau des entreprises. Donc, il y a plein de choses qui s'en viennent. C'est juste un échantillon de ce qui s'en vient, mais c'est vraiment important pour nous de réinvestir ces surplus-là. Une citoyenne de Baie-Saint-Paul d'origine syrienne a remporté un prix coup de cœur décerné par l'Office québécois de la langue française et on a été à sa rencontre. J'aime beaucoup le français. Bien, on apprend tous les jours, mais ça va bien. Zena Meskin a tout quitté en 2017 pour venir s'installer au Québec. En fait, c'est le Québec qui nous choisit. Okay. Bien, en Syrie, à cause de la guerre, on ne peut pas partir n'importe où. Okay. Bien, il faut choisir le pays qui accueille les immigrants. Okay. Puis comme le Québec est une place qui accueille beaucoup d'immigrants, on a fait la demande ici, puis c'était accepté par le comité de Baie-Saint-Paul. OK. Donc, c'est comme ça que vous êtes arrivé dans Charlevoix? Oui. OK. Et vous êtes venu ici seule ou avec... Non, avec mon mari et mes 3 enfants. OK. Enseignante au primaire en Syrie, elle a dû apprendre le français avant de réorienter sa carrière. C'était difficile, oui, c'est sûr, parce qu'il y a un autre pays, un autre monde. La langue, c'est le plus difficile. Mais avec les gens autour de nous, les Charlevoisiens sont super gentils. C'est passé tellement bien. On a décidé d'apprendre le français parce qu'on a aimé le Québec. Charlevoix aussi. Puis, non, je suis en cours en temps plein de francisation. OK. À quel endroit? À la polyvalente de la section des adultes. OK. Bien, dès qu'on est arrivé, on était inscrits, puis on a suivi plusieurs cours, en fait, mais la première année, c'était comme 1 an complet à temps plein francisation. Maintenant, Zena Miskin est enseignante suppléante et éducatrice au service de garde du Centre de service scolaire de Charlevoix. Elle souhaite un jour retrouver le poste d'enseignante au primaire. J'aime l'équipe que je travaille à l'École Forget, c'est une super belle équipe. C'est difficile de lâcher l'équipe pour aller étudier. C'est ça, puis j'aime beaucoup aller chercher mon diplôme. Ça va être mon projet, et je ne sais pas c'est quand. Grâce à sa détermination et à l'appui du comité d'accueil des réfugiés de Baie-Saint-Paul, Zena et sa famille ont pu s'intégrer dans la communauté plus facilement. Il y a beaucoup de gens. Je vais remercier tout le monde. Il y a beaucoup de monde, vraiment. Puis c'est par eux qui c'était facile. Puis on a découvert ici Charlevoix. Puis on est parti avec eux. On visitait plusieurs endroits au Charlevoix, même à Québec. Le 21 mars dernier, la Charlevoisienne d'origine syrienne a remporté le prix coup de cœur du jury dans le cadre du Gala des mérites du français organisé par l'Office québécois de la langue française. Une reconnaissance qui la rend fière et qui lui donne le goût de poursuivre ses rêves. Élisabeth Pailleur, pour TVCO. On parle maintenant de sport en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, le massif de Charlevoix veut devenir la référence en matière de vélo de montagne. Oui, et on a beaucoup de développement qui s'en vient pour le massif parce que dès la fête juin et jusqu'au 10 octobre, donc jusqu'à l'automne, eh bien, les adeptes de vélo de montagne et de randonnée de sentiers pédestres eh bien, vont pouvoir profiter des installations 7 jours sur 7. Donc ça, maintenant, c'est pratiquement une première pour ce sentier. Du début juin jusqu'à 10 octobre, absolument. 7 sur 7. Oui, 7 sur 7. Donc ça, vraiment, ça va être très plaisant. Et en plus, je vais mentionner que déjà, on a 20 km de sentiers qui existent. Oui.
Et là, on va ajouter un autre 20 km de plus qui vont venir. Donc là, on parle de 40 km au total. Et en plus, en début de saison, 2 nouvelles pistes vont être accessibles pour les participants. Alors, comme on dit, l'offre elle va être là. On parle de pistes destinées aux experts. Quel genre de développement on veut ajouter? Oui, bien là, écoutez, on a un parcours pour les débutants, on a intermédiaire, on a experts. Également, on va avoir ce qu'on appelle une zone d'habileté qui va également venir s'ajouter. Donc, si vous comptez tout ça en ligne de compte, l'offre va être très, très présent. Et la bonne nouvelle, c'est que on a une prévente d'abonnement pour ceux qui veulent s'en acheter. Oui. Donc, ça commence le 22 avril. Alors, sans me tromper, en date d'aujourd'hui qu'on enregistre. Et jusqu'au 23 mai. Donc, calculez, là, ça fait un mois pour procurer votre prévente, pour avoir accès à toute cette belle offre que le Massif va offrir. Et qui ne cessera pas d'augmenter tout au long de la saison. Absolument. Là où la saison s'en vient, donc ça va être important. Autre chose qu'on est content de revoir, c'est le tournoi de water polo de Baie-Saint-Paul. Absolument. Donc, après 2 ans d'absence, la pandémie, c'est ça, là, ça revient. Donc, water polo à Baie-Saint-Paul, comme vous le voyez, c'est la 20e édition organisée par Charles Miller, que tout le monde connaît dans la région. Oui. Donc, gros tournoi, ça va se passer le 7 mai de 9h à 16h. Donc, c'est une journée complète, finalement, qu'on va s'amuser à faire ça. Donc, l'objectif, Martin, c'est de rassembler une 50aine de joueurs pour être capable de former au moins 6 équipes. Donc, c'est un tournoi, c'est pas un tournoi secondaire, c'est un gros tournoi quand même qu'on organise. Qu'est-ce qu'on fait pour s'inscrire? C'est très simple. Donc, on peut contacter directement Charles Miller par Facebook pour le tout. Oui. C'est 30 $ pour les matchs et également un dîner qui va être servi là-dessus. Et la bonne nouvelle, c'est que on va avoir Charles Miller au prochain vestiaire pour en parler davantage. On va pouvoir avoir plus en profondeur les détails reliés à cet événement-là. Donc, à suivre la semaine prochaine au vestiaire. Mais le tournoi se déroule, on regarde ça le 7 mai. Oui, donc sur toute la journée. Alors, ceux qui aiment l'eau, c'est le bon moment. Maxime, il y a une triste nouvelle qui est tombée en cette journée d'enregistrement chez nous à TVCO. Oui. On a appris le décès de Guy Lafleur. Oui, alors écoutez, Guy Lafleur qui est décédé à 70 ans, cancer du poumon. Ça a été un grand joueur parce qu'il a été repêché au premier rang en 71 par le Canadien. Mais avant ça, il avait joué 4 ans avec les Remparts de Québec. D'ailleurs, les Remparts qui avaient déjà retiré son numéro comme tel. Même, je pense que tout le circuit complet a retiré le 4 en son hommage. Également, oui. On sait, il a fait 14 ans avec les Canadiens, 1 an avec les Rangers et il a terminé sa carrière avec la fameuse équipe, les Nordiques de Québec. Donc, et c'est tout un marqueur de but, Guy Lafleur. Il faut le rappeler. Là. Oui, c'est un marqueur. Bien, écoutez, en termes de points en carrière, là, on prend la saison et les séries. On parle de 1487 points. Donc, c'est pratiquement 1500 points en carrière. Donc, écoutez, si vous voulez un marqueur là, à la trempe de Maurice Richard, Jean Béliveau, ça en est un, ça. Est-ce qu'on sait à ce moment-ci s'il y aura des funérailles nationales? Il n'y a pas encore eu de détails reliés à ce principe-là. Je pense que là, présentement, on est en pluie d'hommages pour M. Lafleur. On est en vraiment, là, les images d'archives, les carrières. Guy Lafleur, qui, lui, vient de Tursault dans l'Outaouais, donc un coin que je connais parce que c'est ma région natale. Donc là, vraiment, on est en hommage, on est en deuil de tout ça. Donc, ça va venir dans les prochains jours, voir comment est-ce qu'on va organiser les cérémonies à M. Lafleur. Et ça devrait prendre le devant de la scène de l'actualité sportive au cours des prochains jours. Oui, même peut-être prochaine semaine. Là, ça va être, comme on dit, les émissions tapissées mur à mur, là, et c'est mérité aussi quand même. Bien, Maxime Jodoin, merci beaucoup. Merci, Martin. Et c'est tout pour le bulletin d'actualité de TVCO cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une bonne semaine.